Aujourd'hui, dans notre rubrique à la carte, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Chargé. Bonjour Dominique Chargé. Bonjour. Vous êtes président de la coopération agricole. Alors avant de revenir sur l'instance dont vous êtes le président aujourd'hui et sur le modèle coopératif dans le secteur agricole, j'aimerais que nous parlions un peu de votre parcours, de votre histoire. Vous êtes fils d'agriculteur. Vous avez embrassé ce métier il y a près de 30 ans. Vous êtes éleveur de vaches laitières, de volailles, producteur de céréales. En Loire-Atlantique, ce métier d'agriculteur, c'était un choix évident, une vocation ? C'est un choix, puisque dans mon parcours, avant d'être agriculteur, j'ai travaillé avec mes parents sur leur exploitation. Et puis, pour des raisons qui sont personnelles et liées à l'histoire de l'exploitation de mes parents, j'en suis parti en 86, j'ai repris un cycle de formation et je suis devenu enseignant. Et, dans le secteur agricole. Dans le secteur agricole, j'étais enseignant et j'ai fait ce choix en 1992 de reprendre l'exploitation des parents de mon épouse, en fait, sur laquelle nous sommes installés maintenant depuis 31 ans. Sur laquelle nous élevons, comme vous l'avez dit, des vaches laitières, des volailles labels, des volailles qui sortent tous les jours, et des céréales. Et mon parcours, c'est également un engagement depuis le début de cette installation, d'ailleurs dans le prolongement de ce que faisaient les parents de mon épouse. C'est dans la coopération agricole, c'est un engagement dans lequel cette forme, j'allais dire, d'entreprise un peu particulière nous permet de ce que j'appelle moi rester maître de notre destin collectif, c'est-à-dire que les coopératives sont des outils au service des exploitations agricoles, de leur territoire. Il y en a 2300 en France, comme vous l'avez dit. Et la mission d'une coopérative, c'est d'abord d'accompagner les exploitations agricoles en termes de services, en termes de conseils, en termes d'approvisionnement des produits dont elles ont besoin pour leur fonctionnement, et puis de collecter, de transformer et de commercialiser les produits issus des exploitations. Et leur particularité par le modèle, c'est qu'elles appartiennent donc aux agriculteurs, elles sont gérées par un conseil d'administrateurs formé exclusivement, ou en tout cas très très grande majorité d'agriculteurs adhérents de la coopérative. Et ces agriculteurs sont les décideurs des destinées de leur coopérative pour le compte des adhérents de leur territoire. Vous parlez de destin collectif, il y a aussi un destin individuel. Quel regard portez-vous sur le métier d'agriculteur aujourd'hui ? Est-ce qu'il a vraiment changé ? On parle beaucoup de la souffrance des agriculteurs, de l'isolement. Parfois, la coopérative aide justement à se sentir moins seul, mais le métier a-t-il réellement changé par rapport à il y a 30 ans, 50 ans ? Moi, je peux vous dire, dans mon expérience personnelle, celle de mon épouse qui est aussi associée du GAEC dans lequel nous sommes 3 associés, et il y a un salarié sur l'exploitation, oui, ce métier a beaucoup changé. Je pense que je ne fais plus le même métier qu'il y a 30 ans. En tout cas, je ne le fais plus avec les mêmes objectifs. Nous venons d'une histoire dans laquelle nous avons demandé à l'agriculture après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, et renforcée dans les années 60 avec la création de la PAC, nous avons demandé à l'agriculture de produire en masse pour nourrir les populations. Et on voit intensive. Voilà, ce qui était d'ailleurs un objectif dont l'agriculture s'est formidablement acquittée. Et en plus, ça a été demandé en le faisant pour avoir aussi une agriculture, une alimentation qui soit à un prix qui permette aux consommateurs de pouvoir s'offrir des biens alimentaires à des prix abordables. Depuis le milieu des années 90 et renforcé dans les années 2000, ce qu'on demande aujourd'hui à l'agriculture est différent. Les conséquences, j'allais dire, sur l'environnement, sur la biodiversité, sur aujourd'hui le carbone. C'est le bilan qu'on fait aussi aujourd'hui de cette agriculture sont intensive. devenus des enjeux importants pour notre métier et sont devenus des éléments qu'il faut absolument prendre en compte dans le cadre de notre production agricole. Autre élément qui a changé, nous venons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une économie, ce que j'appelais moi en flux poussé, c'est-à-dire pour une production de masse, et nous passons aujourd'hui à une économie en flux tiré, celle où nous devons produire pour répondre aux attentes des marchés, aux attentes des consommateurs, mais également à celles de la société d'une manière générale par rapport à toutes ces questions aujourd'hui sur lesquelles nous sommes interrogés par rapport à la planète d'une manière générale, à l'environnement, à la biodiversité. On parle beaucoup de RSE, vous en parlez avec la biodiversité notamment. En quoi une coopérative est responsable ? D'abord parce que c'est dans son ADN. La coopérative est une entreprise de territoire. Ce que je dis souvent, en termes pour illustrer la coopérative est quelque chose dont nous avons hérité de nos parents et que nous devons transmettre, léguer à nos enfants. C'est un bien qui appartient à un territoire et qui doit s'adapter pour faire en sorte que l'économie agricole et agroalimentaire du territoire puisse continuer d'apporter des ressources en termes d'emploi aux salariés qui travaillent dans nos entreprises. Il y a 200 000 salariés
qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises coopératives. Il y a 3 agriculteurs sur 4, c'est-à-dire en gros 300 000 agriculteurs en France qui ont une relation avec des coopératives. Et la coopérative doit s'adapter pour que son modèle économique puisse permettre à l'agriculture et à l'agroalimentaire de remplir les missions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quels sont les atouts pour l'agriculteur? Si l'union fait la force? C'est l'union fait la force, et c'est plus que ça. L'agriculteur, il est co-décideur. Il participe aux décisions, il participe à la définition de la stratégie. Alors évidemment, on est dans un cercle où nous devons aussi fonctionner de manière démocratique. Chaque agriculteur adhérent de la coopérative a une voix et est amené à aller voter, s'exprimer sur ce qu'est le bilan, sur ce que sont les propositions faites par le conseil d'administration tous les ans en assemblée générale. Cette assemblée générale est souveraine. Donc il est le décideur, le co-décideur, il a donc une voix dans cette coopérative. Donc c'est démocratique, participatif. Participatif, et donc il peut amener également sa contribution à la définition de la stratégie, au choix. Et d'ailleurs, on le voit très nettement aujourd'hui, ce que demandent les nouvelles générations d'agriculteurs est très différent, et je vous le disais tout à l'heure, à ce que nous demandions, nous, il y a 30 ans, et nous devons adapter notre modèle coopératif, nos coopératives, à répondre à ces nouvelles attentes d'agriculteurs et de consommateurs. Vous avez cumulé les mandats au sein de différentes instances, toujours collaboratives, coopératives. D'où vient cet engagement très fort pour défendre les intérêts des agriculteurs? C'est aussi se faire le porte-voix auprès des pouvoirs publics et français et européens? Oui, alors cette vocation, elle vient parce que j'ai vu mes parents le faire. Parce que j'ai vu mes parents à des moments où l'agriculture a eu des choix importants à faire, s'engager dans des organisations collectives, faire des choix parfois difficiles, mais qui ont permis de maintenir une agriculture et un agroalimentaire, une économie agricole sur des territoires, éviter que tout ça ne soit amené à fermer parce qu'il y avait des crises difficiles. En fait, la coopération est beaucoup née comme réponse à des crises que l'agriculture a traversées depuis une 50aine d'années. Et mon engagement, il est dans le prolongement de ça, de dire que ce destin collectif, nous avons une responsabilité, nous devons le porter, nous devons le faire vivre et nous devons le transmettre. Voilà. Et ce que je vous ai dit tout au début est très fort pour moi. C'est rester maître de notre destin collectif, de notre destin d'agriculteurs sur nos territoires. Vous parlez de crise. Est-ce que dans ce contexte, avec une flambée des prix des matières premières agricoles, est-ce qu'on peut parler de crise agricole actuellement? En tout cas, c'est un des facteurs qui est un facteur important aujourd'hui dans ce que sont les défis que nous avons à relever, celui de la fluctuation des matières premières. Cette fluctuation, elle a 2 origines principales actuellement qui se télescopent. C'est celle d'abord de la reprise mondiale, qui fait qu'il y a énormément de demandes des pays qui sont importateurs, notamment la Chine. Russie, la Chine, notamment la Chine. La Russie, les moins pour d'autres raisons, mais notamment la Chine, l'Asie d'une manière générale, qui est fortement demandeuse de produits de matières premières agricoles, mais également d'énergie. Et de matières premières qui servent à la construction de nos outils, que sont l'acier, le bois notamment, et qui ont énormément flambé. Le deuxième facteur important, c'est le changement climatique. Ce changement climatique a de plus en plus d'influence sur la stabilité de nos récoltes. Et on l'a vu, par exemple, le dôme de chaleur sur l'Amérique du Nord a une incidence énorme aujourd'hui sur la production mondiale de blé dur, qui aura lui une incidence sur l'approvisionnement des pâtes. Et en France, on l'a vu cette année, il y a eu le gel au mois d'avril, un gel tardif qui a handicapé, j'allais dire, et même détruit certaines récoltes en vigne et en arboriculture. Ça a eu des conséquences aussi sur le maraîchage. Et on a vu cet été des pluies abondantes qui ont mis les céréales en difficulté, des récoltes qui ne se sont pas déroulées dans des conditions normales, et on a donc des fluctuations importantes. Donc cette volatilité des prix, elle a ces 2 origines avec lesquelles nous devons travailler aujourd'hui. Ça veut dire que si on veut manger français, si on veut pouvoir continuer de produire et de transformer des produits que nos consommateurs demandent, nous devons arriver à gérer ces crises et à faire en sorte que nous puissions mieux valoriser la production agricole française. La conséquence de tout ça... Parce que la conséquence, c'est la hausse des coûts de production, donc l'impact, il est majeur sur l'activité agricole. Absolument. L'un des défis que nous avons à relever aujourd'hui, c'est celui de la hausse des coûts de production liés aux augmentations de ces matières premières. Et là, il impacte directement l'agriculteur. L'agriculteur. Et donc, notre défi aujourd'hui, c'est d'arriver à passer ces hausses vers nos clients, que sont notamment la distribution, mais que sont aussi la restauration hors domicile et que sont l'industrie agroalimentaire d'une manière générale, et évidemment quelques exportations aussi sur des produits que les consommateurs internationaux demandent. À qui profite la hausse des prix? Est-ce qu'elle profite à quelqu'un?
la hausse de ces prix, finalement. Je pense qu'elle ne profite à personne et qu'elle est subie par tout le monde. Alors effectivement, pour les agriculteurs qui sont aujourd'hui producteurs de céréales, avoir une amélioration de leur prix va être une excellente chose, puisque je vous l'ai dit, ils ont fait des récoltes dans des conditions difficiles et que donc l'amélioration du prix ne pourra être qu'une juste compensation. Et effectivement, pour nous, le défi, c'est d'arriver à passer ces hausses, ce qui d'ailleurs est un point majeur de l'époque dans laquelle nous sommes, puisque on constate quand même que depuis une dizaine d'années, nous sommes systématiquement dans les relations commerciales, celles que nous avons tous les ans avec nos clients. Elles vont s'ouvrir d'ailleurs. Elles vont s'ouvrir. On est en période, j'allais dire, on est en round d'observation, mais elles ont systématiquement conduit à des déflations, à des baisses de prix. Nous avons perdu pratiquement 6% de valeur, de prix, depuis 2013 sur les relations commerciales dans le commerce. Cette guerre des prix, elle est systémique. Là, on a effectivement ces négociations commerciales entre grandes surfaces et fournisseurs qui vont s'ouvrir. Elles vont durer jusqu'au mois de mars. Elles fixent les prix pour 2022. À quoi s'attendre dans un tel contexte? Alors, je pense que nous sommes dans un contexte que nous n'avons jamais connu, en termes de conjonction, j'allais dire, de hausse, à la fois sur les matières premières, mais aussi sur les autres facteurs de production. Donc nous devons absolument travailler, c'était d'ailleurs l'objet de la loi Egalim 2, sur une meilleure revalorisation de la production agricole et du revenu des agriculteurs. Alors, avant de parler d'Egalim 2, il y a eu Egalim. Il y a eu Egalim 1. Voté il y a 3 ans, oui. De l'aveu même du ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, à son arrivée au ministère. Il disait que cette loi n'était pas allée assez loin. À quoi s'attendre avec Egalim 2 ? Elle avait justement pour but, notamment, d'assurer une meilleure rémunération de l'agriculteur. Je pense que le constat... Elle n'a pas rempli sa mission, de l'aveu de tous. Absolument. Je pense que tout le monde partage ce que sont les objectifs des 2 lois Egalim, qui est celui d'avoir une meilleure valorisation de la production agricole et une meilleure répartition aussi sur la chaîne. Une amélioration du revenu des agriculteurs. En revanche, ce que je tiens à vous dire avant, c'est que les agriculteurs sont d'abord des entrepreneurs. Qu'en cela, leur rémunération, elle est faite du choix qu'ils ont fait dans leurs exploitations, de ce que sont la différence entre leurs charges et leurs produits, et qu'ils valorisent l'ensemble de leur production sur tous les marchés. Donc, ce dont on parle, en général, à travers ces lois, ne concerne que le marché de la grande distribution française, et que ça ne représente qu'à peu près la moitié de la valorisation de la production agricole française. Le reste, c'est la restauration hors domicile, et ce sont les autres marchés. Sur cette loi Egalim, aujourd'hui, en fait, effectivement, la première loi n'a pas rempli son objectif parce que le ministre l'a constaté, et je lui avais d'ailleurs soumis dès le mois de juillet dernier, enfin 2020, à son arrivée. L'un de nos problèmes est les fondements d'une loi qui a été votée en 2008, qui est la loi de modernisation de l'économie, la LME. Et ce qu'a accepté le ministre et ce qu'ont accepté les législateurs, c'est de revenir sur un des articles de cette LME dans la loi Egalim 2, qui, je l'espère, permettra d'améliorer les conditions, j'allais dire, dans lesquelles nous pourrons négocier. Egalim 2 est prête justement pour les négociations qui s'ouvrent. Alors, Egalim 2 a été voté, il y a eu ce qu'on appelle une CMP qui a eu lieu, une commission mixte paritaire qui a eu lieu lundi. Maintenant, il faut qu'elle soit traduite en termes de décret. Je ne sais pas si elle sera prête, en tout cas l'objectif est qu'elle soit prête. En revanche, ce que je tiens à vous dire, c'est que je pense que la loi est là pour réguler, pour encadrer. Mais la loi seule ne peut pas tout. Moi, je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est une responsabilisation collective des acteurs dans la chaîne alimentaire. Je pense que nous avons une responsabilité collective sur la façon dont nous pouvons et dont nous devons effectivement mieux répartir. D'abord, créer de la valeur, et ensuite mieux répartir cette valeur sur la chaîne alimentaire au profit des agriculteurs, mais au profit aussi des entreprises que je représente, des entreprises de territoire. Parce que s'il n'y a plus d'entreprises de collecte, de transformation et de commercialisation sur les territoires, ce serait une hypocrisie de dire que nous souhaitons garder une agriculture s'il n'y a plus d'outils pour accompagner les exploitations, pour collecter et transformer leurs produits. Vous demandez d'ailleurs un plan de financement massif. Donc nous tenons à ce que soit pris en compte aussi la nécessaire... Chaque acteur doit pouvoir gagner sa vie, doit pouvoir vivre de son métier. Nous devons pouvoir investir, d'autant que les défis que nous avons à relever pour les 10 ans qui viennent, dans l'objectif de majeurs, notamment en termes de souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire, absolument. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté alimentaire ? Est-ce que la France est souveraine actuellement ? Il a été fait un rapport, il y a 2 ans, par le Sénat, qui disait que la France était de plus en plus importatrice nette de production agricole. D'ailleurs, si on enlève le vin... Sur des produits en particulier ? Oui. Si on enlève le vin aujourd'hui, c'est-à-dire si on distingue le verre de l'assiette, notre verre déborde
et nous exportons, notre assiette est à moitié, enfin pas à moitié pleine, elle est aux 3/4 pleine, car nous importons net ce que nous avons nous importons une partie de ce que nous avons dans nos assiettes. Effectivement, les secteurs sur lesquels nous avons le plus reculé depuis 20 ans, c'est le poulet, dont, je parle de la volaille, du poulet, dont la consommation ne cesse de progresser et dont pour nous la production stagne, voire régresse aujourd'hui. Le deuxième secteur où nous importons massivement, c'est celui des fruits et légumes. Nous importons aujourd'hui quasiment 50% de nos fruits et légumes. D'ailleurs, nous importons aussi pratiquement 50% de nos poulets. Donc là, vous nous avez bien dit, pour vous, il ne faut pas forcément légiférer, mais avoir une certaine responsabilité. Est-ce qu'au niveau européen, parce qu'il y a quand même une compétitivité, hein, est-ce qu'on doit légiférer au niveau européen ? Vous avez raison, nous sommes sur un marché européen. La souveraineté alimentaire... Le prix reste l'un des aiguillons de l'acte d'achat. Je pense que l'un des facteurs sur lesquels nous devons aussi travailler, c'est celui de la compétitivité de nos métiers. Je vous ai dit tout à l'heure que les agriculteurs étaient d'abord des entrepreneurs, qu'effectivement le marché a besoin de régulation, mais que la régulation ne pouvait pas tout. Mais les agriculteurs sont d'abord des entrepreneurs et ce à quoi nous devons veiller, c'est à la compétitivité. Juste un chiffre. Nous avions constaté dans un diagnostic que nous avions fait pour le compte du pacte productif lancé par Bruno Le Maire en 2019, qui a été transformé en plan de relance en 2020 et on comprend pourquoi. Nous avons fait le constat que, par exemple, les impôts de production étaient 7 fois plus élevés en France qu'en Allemagne, par exemple. Et que ça, c'est un facteur de distorsion de concurrence qui pèse sur les entreprises françaises, qui prend sur leur capacité à pouvoir investir et à pouvoir se développer. Donc on a effectivement... peut-être une réglementation, une législation à renforcer sur le plan européen. L'agriculture est la seule, production qui est intégrée aujourd'hui en Europe et je pense que c'est une bonne chose. Nous pensons que c'est une bonne chose, nous souhaitons pouvoir la maintenir. En revanche, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nous avons une forme de renationalisation, c'est-à-dire finalement de redéfinition nationale de ce que sont les enjeux stratégiques agricoles et alimentaires. Nous pensons que nous doivent se décliner à l'échelle européenne et que l'Europe doit faire en sorte que nous n'ayons pas de distorsion de concurrence entre les différents pays européens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui d'ailleurs s'est considérablement accentué sur, on va dire, les 2 ou 3 dernières périodes PAC. Avant de nous quitter, on parlait de cette agriculture intensive il y a quelques années. Aujourd'hui, vous défendez le modèle de croissance responsable. Oui, absolument. Ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la souveraineté alimentaire, c'est que notre mission était de nourrir les hommes et les femmes de tous les territoires de France, quel que soit d'ailleurs leur choix de consommation et leur mode de consommation. On voit que les modes de consommation évoluent. Vous le mettiez en évidence, la France recule, nous avons mis en évidence, la France recule sur un certain nombre de ses positions stratégiques en termes de production agricole. Nous souhaitons que nous puissions avoir, en termes de stratégie sur cette souveraineté alimentaire, une croissance responsable qui nous permette de pouvoir reconquérir des parts de marché sur lesquelles nous avons reculé pour que nous puissions continuer de produire et de consommer français, puisque c'est le choix qui est fait aujourd'hui par le citoyen et le consommateur. Et notre responsabilité va jusqu'à penser que demain, plus 3 milliards d'habitants sur la planète nous donne aussi une responsabilité en termes de capacité à nourrir l'ensemble de ces populations et que nous n'avons pas le droit d'avoir dans les stratégies, en tout cas les objectifs qui sont fixés aujourd'hui en termes de réponse aux enjeux climatiques, de décarbonation, d'agriculture écologiquement intensive, en tout cas de modification de nos pratiques en termes de solutions alternatives à l'utilisation d'intrants chimiques, nous ne pouvons pas le faire avec un objectif de décroissance. Nous devons le faire en maintenant notre capacité de production et d'ailleurs même en la développant sur certains secteurs. Merci beaucoup Dominique Chargé. Je le rappelle, vous êtes président de la coopération agricole. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, nous partons à la découverte d'une véritable institution, une institution lyonnaise, une maison spécialisée dans les produits charcutiers, fondée il y a tout juste 60 ans. Rencontre avec Bobos, c'est son nom, une charcuterie emblématique et c'est surtout une rencontre avec celui qui vient d'en reprendre les rênes. Restez avec nous, c'est notre nouvelle recette de la semaine.